Alors bonjour à tous, cette fois-ci je vais me lancer dans un format vidéo que je n'affectionne pas particulièrement et en plus dans lequel je m'expose, mais je me suis aperçu en regardant beaucoup d'autres vidéos que finalement ça apportait un petit peu de dynamisme et puis de meilleure compréhension. Alors nous y sommes, la 3e saison de Coriolis va commencer. Demain on quitte la France avec Eric et on se retrouve à Amsterdam, où on prendra un vol pour Aruba. On devrait arriver normalement en fin d'après-midi localement, vers 18h, ce qui fera à peu près 18h, minuit en France. Alors la pression, si je l'ai, oui, je l'ai un petit peu. Il y a un mélange de joie de retrouver Coriolis, bien sûr. Mais il y a aussi un petit peu d'angoisse de quitter la famille d'abord. Et puis l'objectif de le pouponner Coriolis pour le ramener cette année en Méditerranée dans les meilleures conditions de sécurité et puis aussi de plaisir pour tout le monde. Voilà. Après le remplacement de cet inverseur, on aura un certain nombre d'opérations à faire, notamment le réalignement du moteur, qui est une opération délicate si on ne veut pas que ça recommence la rupture de l'arbre. On aura une inspection complète du gréement. C'est une inspection que je fais en principe tous les ans, à chaque saison. Et jusqu'à présent, on a changé l'étai, 4 baobans. Et c'est essentiel pour faire des navigations sans avoir un risque de dématage. Ensuite, on aura plusieurs petites choses à faire, telles le changement des anodes. Alors, je ne rentre pas dans le détail, hein, mais ce sont des vérifications électriques. On aura des vérifications d'étanchéité également à le faire. Et puis, après 10 mois sur le yard, le parking à sec, on faudra nettoyer Coriolis. Alors, on n'a pas trop d'inquiétude cette année, compte tenu de l'humidité, parce qu'à Aruba, ce n'est pas Panama. Ce sont des opérations qui, en principe, devraient prendre la première semaine. Et ce qu'on espère, c'est que tout ça soit terminé avant l'arrivée de nos deux amis François et Bruno, qui eux vont arriver sur place vers le 8. Ensuite, dès qu'ils seront arrivés, on fera un essai en mer. Et puis on fera une première petite navigation vers Curaçao, de façon à faire des tests techniques sur les opérations qu'on a pu faire de maintenance sur le bateau, et puis en même temps habituer l'équipage à naviguer ensemble, ce qu'on n'a pas pu faire l'année dernière. Ensuite, Curaçao, dès que possible, on aura une météo assez optimum pour monter vers le nord. On se dirigera vers Saint-Barth. Alors pourquoi on va à Saint-Barth? Je vais juste vous dire quelque chose. Il faut avoir l'envie d'avoir envie. Donc voilà, ça c'est pour mon ami François. Et puis on ira voir notre ami Johnny. Tout ça va prendre à peu près entre 1 semaine et 10 jours si tout se passe bien. Et puis ça sera le retour vers la Guadeloupe ensuite, où j'espère y être avant le 15 avril, en vue d'un départ pour la Transat Retour en Méditerranée. Pour rappel, un petit résumé de la fin de saison 2 l'année dernière. Le 27 avril dernier, je vous relatais nous avions une panne soudaine de transmission au large du cap de la Vela, qui est en Colombie. Et sans vent au moment de la panne, nous étions en vue dériver vers la côte colombienne. Et ça nous a amené à un moment dans la nuit à 8 nautiques, ce qui fait 15 km avant de toucher un peu de vent et pouvoir nous échapper de ce piège. Nous avions ensuite réussi à rejoindre Aruba, aidés par les cartes de côte, pour la rentrée dans le lagon. Je rappelle quand même que le programme 2023, c'était de rejoindre la Méditerranée également avant la mi-juillet. Mais les lois de Murphy, comme on dit, ont perturbé un petit peu l'objectif de 2023 et pour le reporter à 2024. Donc il y avait eu 3 éléments un peu qui ont joué dans ce report. D'abord, ça a été la rupture de la transmission au large du cap de la Vela. Ensuite, ça a été l'arrivée précoce des cyclones, mi-juin. Alors généralement, ils arrivent fin juillet, voire mi-août. Et puis la panne de l'inverseur, ce qui est un peu la boîte de vitesse d'une voiture, sauf qu'on a juste une marche avant et une marche arrière. D'abord, la rupture de transmission. Après notre arrivée à Aruba dans le lagon, de Surfside Beach exactement, il nous resterait à rejoindre la marina ensuite, ayant un chantier pour nous accueillir et nous dépanner. Alors le choix évident, ça a été Varadero, dont le chantier possède une bonne réputation. Tout ça, je retire d'une application qui s'appelle Navili, et puis du groupe Amel sur Facebook. Et ils sont très sollicités pour rejoindre le chantier. Pas d'autre possibilité que de trouver une entreprise privée
pour nous remorquer. Donc voilà, je ne vous mets pas quelques petits dollars, mais ça coûte un petit peu de sous. Alors Coriolis, quand il a été installé enfin à sa place sur le dry dock, on était déjà le 1er mai, on a pu le soumettre aux investigations du technicien affilié au chantier. Et c'était sans appel, on avait une rupture de l'arbre de transmission haute de ce qu'on appelle le C-Drive, c'est-à-dire le système qui transmet la puissance moteur vers l'hélice, c'est-à-dire en forme de ciseau. Voilà. Alors à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais entrer dans un cycle d'une course contre la montre. On était à peu près le 5 mai. Et je garde toujours en tête, dans ma tête, à ce moment-là, l'objectif de rejoindre la Galtoup, où normalement mes équipiers devaient me rejoindre pour la Transat. La première surprise pour cette pièce qui est cassée, ça a été le délai. Lorsque j'ai contacté Amel, c'était très clair pour eux. Ils n'avaient pas d'arbre disponible sur le marché, donc c'était quelque chose de 3 voire à 4 mois. Le fabricant, lui, ne vend plus d'arbres seuls. Lorsqu'il vend quelque chose, il vend la boîte de transmission d'un seul coup, parce qu'il y a eu en vendant les pièces un petit peu détachées à tout le monde, il y a des réinstallations qui étaient en mode faites, et les gens se sont plaints de ça. Donc maintenant, il vend le boîte entier. Il y en a pour à peu près 10 000 €. Donc c'était cher. Pour la petite histoire, en discutant avec le chantier Amel à La Rochelle, ce fameux arbre, là, cette pièce qui est équipée de roulements hélico-yo et de roulements simples, avant le Covid, elle valait à peu près dans les 4 000 €. Après le Covid, au moment où moi j'en ai eu besoin, il fallait compter 10 000 € pour la réceptionner. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et puis finalement, Amel m'a proposé de contacter un autre propriétaire Amel, Diane, qui était notamment sur un Amel 54 en Guadeloupe et qui avait eu exactement le même problème que moi et qui était déjà dans le processus de commander un arbre aux États-Unis. Donc elle m'a proposé de m'associer avec elle et finalement on a eu un arbre équipé dans les 3 semaines. Donc le process a été de renvoyer en usine aux États-Unis l'arbre complet équipé. Et là-bas, sur place, ils ont refait l'arbre et réinstallé toute la pignonnerie qui m'est revenue à Aruba. C'était 4 semaines plus tard, avec des roulements neufs en plus. Et on était à peu près le fin mai. Donc déjà, on avait entamé largement la marge de retour. Pendant ces 4 semaines, avec Eric, François et Bruno, on n'a pas chômé quand même, puisqu'on a commencé à faire pas mal de travaux sur Coriolis. Notamment, on a essayé d'éliminer toutes les causes de rupture de cet arbre. Et une des premières causes, c'était en fait les cylindres blocs qui étaient complètement affaissés, qui normalement avaient été inspectés lors de l'achat de Coriolis. Mais bon, finalement, ils ont eu une rupture soudaine, et vraiment, ils étaient dans un sale état. Donc, on a dû solutionner les sources de la rupture de l'arbre, et à savoir, donc, c'était le désalignement moteur, transmission. La deuxième source identifiée de cette rupture d'arbre, ce sont les supports moteurs. L'ancien propriétaire en 2018 avait fait remplacer le moteur, un moteur neuf à Panama, par un professionnel local qui finalement a remis le moteur sur les anciens supports modifiés. Donc vous allez voir des photos. Je ne sais pas, ce travail-là, même moi, je n'aurais pas pu l'imaginer. Et plus que l'Iceland Block, je pense que c'est l'origine de la rupture de l'arbre et le désalignement. Donc, on a fait beaucoup de travail, surtout Eric, sur le châssis, avec l'aide d'un chantier, de mécanique sur un Aruba, qui était très bien. Et donc, lorsque l'arbre est arrivé rééquipé des États-Unis, avec l'accouplement flexible commandé chez Amel, on a remis le moteur et on a réaligné ensemble avec l'aide d'un outil d'alignement. Et on était plutôt content du travail, ça avait modifié l'aspect du châssis moteur. Alors vers le 14 juin, on était vraiment en date, pour moi, limite, hein, mais on était déjà en date limite depuis longtemps, pour la raison que j'expliquerai un petit peu plus tard. Mais le 14 juin, avec Coriolis, on était prêt pour sa remise à l'eau.
On a effectué un essai, puisqu'il a fallu qu'on aille faire le plat dans une autre marina. Et finalement, on est revenu vers Varadero avec un essai concluant. Et on était prêt pour quitter Aruba et rejoindre Saint-Martin ou Saint-Barth dès que possible. Voilà, on était justement arrivé sur cette fameuse limite du 15 juin avec les cyclones. Et puis après avoir étudié tous les fichiers et sites météo, la décision a été sans appel. La traversée ne se ferait pas cette année. Pour la sécurité de tous d'abord, Coriolis doit rester à Aruba. Les premiers signes de tempête tropicale apparaissent dès le 15 ou 16 juin, au départ du Cap-Vert. Ça n'était pas arrivé, d'après les experts, depuis 1950. Les premiers cyclones, ils se développent généralement fin juillet, voire août. La température de l'océan supérieure à 1,5 degré à la normale semble une explication privilégiée. Bon, sachant que nous, même sans rencontrer des cyclones, une tempête tropicale, déjà, c'est pas envisageable. Donc on en avait 3, on avait un train de tempête tropicale qui arrivait, donc il n'était pas question de partir et de risquer de couper leur route. Alors après avoir pris la décision de laisser Coriolis à Aruba, il fallait le mettre au sec en parc fermé et sous douane, puisque pour un certain temps, on est obligé de le laisser sous douane, pour plein d'autres raisons techniques d'ailleurs. Alors pour cela, il fallait déplacer Coriolis qui était à l'eau sur une panne vers la cale de mise à l'eau. Mais voilà, c'est au moment où on a justement voulu faire cette manœuvre, lorsqu'on a embrayé la marche avant, que le bateau est resté sur place et n'a pas bougé. Et donc les investigations ont rapidement démontré que l'inverseur, cette boîte de transmission marche avant, était en panne ou les disques étaient fusillés. Donc ça se terminait encore plus mal. Alors, avec l'aide de la marina, ils avaient une petite annexe avec un 40 chevaux, là, on a réussi à remorquer Coriolis à son hôtel le 27 juin. Et donc finalement, il y restait jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque je suis rentré en France à cette époque, j'ai contacté plusieurs fournisseurs, Yanmar, pour commander un nouvel inverseur. Ça pèse à peu près 23 kg. Mon intention à l'époque était de l'acheter, de le sourcer en France et de le rapporter dans mes bagages à Aruba. Mais la joie a été de courte durée, parce que lorsque j'ai contacté les premiers fournisseurs, ils m'annonçaient entre 8 et 18 mois de livraison. Donc finalement, c'est avec l'aide d'un monsieur qui a un groupe Hamel, qui a beaucoup d'expérience, qui navigue sur les Hamel depuis très très longtemps, qui a un site, qui m'a donné un fournisseur aux États-Unis. Et finalement, j'ai pu avoir la pièce en 3 semaines livrée à Aruba. Voilà. Alors elle était sur l'étagère, on a eu un petit peu de chance quand même. Et l'équipe de la marina l'a réceptionnée là-bas et puis vérifié. Donc ça a été quand même un petit soulagement. Donc voilà ce qui s'est passé un petit peu sur cette fin de saison 2023. Donc le bilan un petit peu sur la saison 2023, on a fait à peu près 5 mois. On a eu 3 mois de bien, 3 mois de plaisir en navigation, avec mes 2 blondes, qui ont eu sans doute la peur de leur vie. La première peur, ça a été une vague de nuit qui a submergé le bateau, et alors qu'elles dormaient toutes les deux sur les couchettes du cockpit extérieur, elles se sont retrouvées avec des bassines d'eau en pleine nuit sans savoir d'où elles venaient. Donc là, c'était un premier choc pour elles, mais à tout inconvénient, il y a toujours une joie, et ça nous a permis de nous dérouter vers Carthagène, où on est resté à peu près une dizaine de jours, et on a découvert une ville magnifique. C'est vraiment une très très belle escale qu'on a fait là. Alors bien sûr, avant ça, on avait fait les San Blas. J'avais fait quelques vidéos dessus, donc je ne vais pas y revenir. C'est vraiment un endroit magique. Il ne faut pas aller là-bas pour y chercher un resort. Il faut aller là-bas pour chercher un petit peu de vie nature. C'est quand même mieux d'avoir un bateau. Ce sont 365 îles avec autant de paradis. Voilà. Pour les connaisseurs, ceux qui ont regardé la Casa del Papel, il y a une séquence où à la fin on voit Rio et Tokyo sur une petite île déserte. Mais ils sont exactement au San Blas. Voilà. Ensuite, après les Carthagène, on est parti. Le point noir, c'était le passage du Cap de la Vela, alors qui est appelé pompeusement
le cap Horn des Caraïbes, mais enfin il n'est pas drôle. Et on l'a passé vraiment sans encombre, dans les meilleures conditions. Et c'est après justement que les ennuis techniques ont commencé. Donc on a quand même eu cette période de 3 mois, on a fait des trucs sympas, même à Aruba, même si c'est très venteux, c'est que ça reste quand même une île assez sympathique. Hein. C'est une île hollandaise, hein, c'est une Guadeloupe hollandaise. Et si on veut, on ne s'ennuie pas, il y a des jolies plages. L'inconvénient majeur, c'est qu'il y a toujours beaucoup de vent. Voilà un petit peu pour la saison globale de 2023. Je veux terminer par un énorme merci à mes 2 équipières, bien sûr, et puis aussi à mes 3 copains qui m'ont bien soutenu pendant cette phase technique délicate à la fin, Eric, François et Bruno. Voilà, on se retrouve bientôt et demain l'avion. À bientôt.